13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h à 13h32 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giroy avec vous. Aujourd'hui, Céline, pour décrypter l'actualité, Jules Torres et Nathan Dever. Et on continue à parler de ce qui se passe, de ce qui fait l'actualité politique désormais, avec les débuts compliqués, on peut le dire, de François Bayrou à Matignon depuis sa nomination. Le Premier ministre enchaîne les faux pas. Il y a eu cet aller-retour express à Pau, alors que Mayotte affrontait une tragédie historique. Une gaffe, justement, à propos de Mayotte, à peine nommé, déjà étrié. Et il était hier face à l'Assemblée nationale pour les questions au Premier ministre. Écoutez Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, et il n'a pas été convaincu par la prestation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était poussif, pas très convaincant. J'allais dire, comme disent les jeunes, ça envoie pas du rêve. François Bayrou, hier, moi j'avais l'impression d'être au croisement entre Raymond Barre et Édouard Balladur, c'est-à-dire quelqu'un de très décalé par rapport à la société d'aujourd'hui, quelqu'un de très décalé par rapport au rythme de la vie politique, au rythme de la vie de la nation. Et pour le coup, c'est vrai que François Bayrou, parlant de Mayotte comme n'étant pas dans le territoire national, ou François Bayrou préférant le conseil municipal de Pau à une réunion entière de suivi de cette dramatique crise à Mayotte, c'est pas tout à fait ce qu'on attend d'un Premier ministre. Sébastien Chenu, député Rassemblement national du Nord, a invité Sonia Mabrouk pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. Jules Torres, c'est vrai que là... c'est pas les faux pas, c'est les 100 pas. Non mais c'est évidemment des débuts très compliqués pour François Bayrou, et ça je pense que tout le monde le voit. On a beaucoup dit que son expérience allait jouer, qu'il connaissait par cœur l'état du pays. 40 ans d'expérience, en fait, c'est vrai que ce manque de discernement interpelle. Exactement, en fait on se rend compte que c'est le rêve de sa vie, d'aller à Matignon, c'est l'un des rêves de sa vie, mais on voit qu'il n'est pas tout à fait à la mesure des choses qui attendent le pays, c'est-à-dire que on a une Assemblée nationale qui est complètement atomisée, où il n'y a pas de majorité, et François Bayrou, on a l'impression que quand il parle, quand il agit, on dirait qu'il a 400 députés qui sont derrière lui. Or, il est à la tête d'un gouvernement, d'un futur gouvernement qui sera, quoi qu'il arrive, minoritaire au sein de l'Assemblée nationale, et il monte un petit peu en effet sur ses grands chevaux. Ce serait pas grave s'il n'y avait pas ces polémiques-là, parce que samedi, quand il y a la réunion de crise interministérielle, oui, qu'il arrive après la réunion, qu'il est complètement essoufflé, qu'il laisse la parole à Bruno Retailleau, qui quitte l'estrade, en tapant les caméras. Je sais pas si vous connaissez la série The Office, mais ça faisait un petit peu penser à ça. Ensuite, il y a ce déplacement à Pau, où honnêtement, la première chose que les Français ont entendu de François Bayrou, c'est de revenir sur le cumul des mandats. Alors, il y a un vrai sujet autour du cumul des mandats. Est-ce que oui ou non? Oui, mais le timing, être député pas le bon, et maire, c'est bien. Le débat, il pourrait être posé, mais c'est pas la première des choses. Et en plus, il dit ça. Et il fait ce déplacement alors qu'il y a nos compatriotes à Mayotte qui vivent l'horreur et le chaos. Donc évidemment que c'est très compliqué, et je ne parle même pas de cette question au Premier ministre où sa réponse est complètement lunaire. Sans doute c'est une erreur, sans doute c'est une gaffe, mais là ça commence à faire beaucoup pour quelqu'un, je le rappelle, dont on nous a dit qu'il avait l'expérience pour Matignon, et qu'il disait lui-même qu'il avait la solution. Exactement, qu'il disait qu'il avait la solution, qu'il connaissait par cœur le pays. Et pardonnez-moi, au-delà de ça, là on parle du fond, la forme. Excusez-moi, mais c'était très soporifique. Moi, j'ai regardé 2 heures des questions au Premier ministre. Pardonnez-moi, mais Michel Barnier, à côté de François Bayrou, il est dynamique. Et voilà. Est-ce vraiment important, Nathan Dever, ce dont on parle aujourd'hui, compte tenu du marasme dans lequel la France est engagée? Est-ce qu'on retiendra? Est-ce qu'on n'aura pas oublié tout ça dans quelques semaines? Moi j'en doute, parce que je crois qu'on a affaire à ce qu'on peut appeler des erreurs de communication, d'appréciation politique pour le conseil municipal. Le reste, c'est des erreurs de communication. C'est comme, j'ai vu qu'il y avait certains qui ont fait une polémique parce que quand il était aux questions au gouvernement, il n'a pas commencé toutes ses réponses en saluant Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Et Madame la Présidente s'est vexée. Il y a eu des gens qui ont écrit des articles sur ce sujet, etc., etc. Est-ce que ça passionne les Français ? Je crois que c'est surtout des sujets qui suscitent une sorte d'exaspération ou d'intérêt ou d'indignation dans la classe politique, et que ça vient, si vous voulez, accentuer
le gouffre entre des représentants de la nation qui ne pensent qu'à eux, qu'à leurs petits intérêts, qu'à leurs petites, non pas magouilles, mais intrigues, intérêts boutiquiers, etc. Et un peuple français qui est en effet divisé, plus divisé que jamais, entre trois blocs idéologiques différents, et qui sent bien que la classe politique n'essaye pas de penser à l'intérêt général. Quand si M. Bayrou fait demain une faute politique importante, évidemment que là, il faudra le signaler. Mais si vous voulez, cette manière de tout mettre sur le même plan, c'est comme quand on avait eu récemment les élections des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Alors là, les politiques s'étaient mis à hurler en disant que c'était un scandale, etc. Quel Français ça intéresse ce sujet-là? Quel Français ça intéresse de savoir qui va être questeur? Le Français est plus scandalisé par les émoluments ou les avantages sur cette question-là très précise, les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national, donc qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale, peuvent se sentir lésés de ne pas avoir un seul vice-président dans les 6 vice-présidences. Alors oui, là, ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais je peux vous dire que les électeurs du Rassemblement national, ils sont très bien au courant de ça, et ça nourrit justement très souvent le réflexe populiste, par exemple. Alors, quelles conséquences peut avoir justement ces faux pas dans le rapport de force qu'il noue avec Emmanuel Macron? Parce que pour la première fois de 2017, c'est le Premier ministre que n'a pas choisi Emmanuel Macron. Donc ça peut changer la donne aussi dans le rapport de force. Bien sûr, je crois que ces faux pas, ça montre surtout... ce sont des faux pas. Mais il y a aujourd'hui une classe politique quasiment à l'unanimité, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui, quoi qu'il advienne, aura envie de faire tomber ce gouvernement par le premier prétexte. J'ai été sensible ces derniers jours. L'un des seuls politiques qui n'appartient pas aux partis qui vont être au gouvernement, qui a dit qu'il souhaitait le succès de M. Bayrou, c'est Karim Bouhamrane, qui l'a dit dans un débat. Et encore une fois, le maire de Saint-Ouen, socialiste. Le sujet n'est pas le succès de M. Bayrou. Le sujet est le succès d'un gouvernement dans un moment particulièrement délicat, où une deuxième motion de censure, une deuxième chute d'un gouvernement, un marasme politique fragiliserait vraiment la position de la France, notamment sur la scène économique, et que à partir de là, voir des partis qui sont déjà dans cette logique de chercher immédiatement un prétexte, une ligne rouge, etc., sur des raisons qui sont souvent très superficielles. Savoir si M. Bayrou parle vite ou parle lentement quand il parle aux députés à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a des questions beaucoup plus importantes, et que c'est pas pour ça que les Français ont voté lors des dernières élections législatives. Et ils n'ont pas voté pour avoir François Bayrou à Matignon non plus. Et les Français attendent toujours un gouvernement resserré, soi-disant. Oui, c'est ce que promet François Bayrou. En attendant, Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, lui aimerait rester au gouvernement. Il était sur BFM ce matin et on l'écoute. Je le souhaite si j'en ai les moyens, parce que j'ai commencé un travail et je souhaite le mener à bien. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que les mesures de fermeté que j'ai proposées sont soutenues très majoritairement, non seulement par les Français de droite, mais aussi par les Français de gauche. Ça veut dire certes, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais il y a ce que le général de Gaulle appelait la majorité nationale. Moi, je veux que l'on mène avec ce gouvernement-là, si jamais ça devait être le cas, la politique que la majorité des Français de droite et de gauche souhaitent que nous menions pour rétablir l'ordre public. C'est fondamental. Voilà, Bruno Retailleau qui a rencontré François Bayrou ce matin à 9h30. Absolument. Et selon nos informations, ça s'est pas trop mal passé. Est-ce qu'à votre avis, il est devenu incontournable avec Michel Barnier, mais il compte pas faire de la figuration avec Bayrou? Il est incontournable avec Michel Barnier. On voit qu'actuellement, avec la crise qu'il y a à Mayotte, il est indispensable, notamment pour assurer le service de l'État aux sinistrés. On savait que c'était très important. D'ailleurs, François Bayrou, quand il a justifié le fait de ne pas aller à Mayotte, il a dit de toute manière, il y a mon ministre de l'Intérieur qui est donc évidemment il est incontournable. Mais il pose des conditions. Évidemment qu'il pose des conditions parce que ce serait, puisque c'est un mot à la mode, baroque, de voir Bruno Retailleau dans un gouvernement avec, par exemple, Olivier Faure ou des membres du Parti socialiste. Il est là finalement le vrai sujet pour François Bayrou. Il va devoir choisir. C'est les Républicains et Bruno Retailleau, ou c'est le PS. Parce qu'ils ne pourront pas cohabiter ensemble. Ce serait le retour du vieux UMPS dont on a déjà beaucoup parlé. Et pardonnez-moi, mais quand je vois samedi soir Olivier Faure qui nous dit qu'il ne participerait pas au gouvernement et qu'une nouvelle loi immigration serait un synonyme de censure de la part des socialistes, eh bien, ça, les Français, ils ne peuvent pas l'entendre parce que les positions de Bruno Retailleau, on en pense ce qu'on veut. Elles sont partagées par une très grande majorité de Français. Il y a de très nombreux sondages, d'autant qu'il est prêt à faire des concessions. Lui, il dit pas je veux forcément une loi. Il dit juste je veux des mesures pour freiner l'immigration, par exemple sur le droit du sol à Mayotte, puisque c'est un sujet qui est très d'actualité. Il y a plus de 100 000 clandestins à Mayotte. Qu'est-ce qu'on fait? On les régularise comme le propose la France insoumise? Est-ce que on crée des places de prison, des places de CRA? Est-ce que il y a beaucoup de mesures que Bruno
Bruno Retailleau propose. Et s'il quitte ce gouvernement-là, ça veut dire que la droite quitte le gouvernement. Ça veut dire que les idées de la droite et de Bruno Retailleau, et donc les idées d'une bonne partie des Français, ne seront plus représentées au gouvernement. Et donc l'idée d'Emmanuel Macron d'agréger le PS au vaisseau amiral de la Macronie pour élargir son groupe, ça, depuis le début, personne n'y croit. À votre avis, il doit rester, Nathan Devers, Bruno Retailleau, au gouvernement ? Je pense que de toutes les manières, il va rester. Puisqu'il est devenu, en effet, au moment du gouvernement Barnier, une figure incontournable là dans l'échiquier politique. Et j'imagine pas un seul instant qu'il soit écarté. Je pense que le gouvernement ne tiendrait pas dans ces conditions. Ce que je trouve problématique, cependant, c'est de voir, mais ça, je dis pas ça sur Bruno Retailleau en particulier, c'est valable pour, encore une fois, à peu près toutes les forces politiques aujourd'hui. Ils ont une manière de mettre des conditions, quand même, en partant tous du principe qu'ils ont gagné les élections législatives. Alors, chacun avec des arguments différents. Monsieur Retailleau, c'est de dire, les idées que je défends sont majoritaires, si on additionne le vote RN, le vote LR, etc. Les socialistes, c'est de dire, le NFP est arrivé en tête, le Rassemblement National, c'est de dire, nous sommes le premier groupe de l'opposition. Le bloc central, c'est de dire oui, mais regardez, on a un bloc central qui reste quand même à peu près, enfin pas solide, mais en tout cas qui existe de manière importante. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est problématique. Il faut qu'à un moment, les politiques aient la lucidité de dire personne n'a gagné ces élections. On peut toujours trouver des critères différents, mais aucune force politique n'a été en mesure de trouver une majorité sur la base de ses idées et de son programme. Et donc, il faut avoir l'humilité d'agir en fonction. Et d'agir en fonction, c'est faire des compromis plutôt que poser des conditions. En attendant, François Bayrou va rencontrer Emmanuel Macron cet après-midi. On suivra ça évidemment sur Europe 1 à 13h43. On reste bien ensemble. Dans quelques instants, on va revenir sur cette interview qu'a donnée Marine Le Pen ce matin aux Parisiens. Et elle enterre déjà Emmanuel Macron et se prépare à une présidentielle anticipée. On vous raconte tout cela. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1.